Bonsoir tout le monde, je m'appelle Sam Edris Samake. Je sors parce que je viens de visionner un clip sur Abuja où la réunion de la CEDEAO se tient. Et je viens de regarder une sortie du président Patrice Talon. Ce que je vais dire va étonner un peu. Parce que Patrice Talon, en fait, je l'ai suivi après Yahi Boni. Je l'ai suivi, j'ai suivi sa campagne. C'est un monsieur qui avait dit que lui ne demandait qu'un seul mandat. Il trouvait que 2 mandats, c'était trop. Et c'était du gaspillage de mandats. Et un mandat, il demandait ça pour tous les présidents africains en Afrique de l'Ouest. C'est un gars qui a fait campagne sur ça. Vous savez, le pouvoir est ce qu'il est, c'est une sucette. C'est sucré, c'est du caramel. Quand tu goûtes, tu ne veux pas le laisser. Et il a fait son premier mandat. Et il avait dit qu'il allait changer de constitution pour que ça soit un mandat. Ce qu'il n'a pas pu faire. Et il a mis ça sur le compte des Béninois qui étaient opposés en grande majorité. Cela est possible. C'est un mandat, 2 mandats au maximum, ça va. Et il est en train de finir son 2e mandat et je le suis beaucoup. Et la fois dernière, la semaine dernière, il y a 10 jours, j'ai suivi aussi une de ses interventions que les gens qualifiaient d'intervention d'adieu. Et il veut faire son adieu, il ne va pas se représenter. Et sincèrement, je pense que ça sera difficile pour Patrice Talon de se représenter. C'est un intellectuel doublé d'un homme d'affaires. Patrice Talon préfère aujourd'hui suivre ses affaires que de rester éternellement au pouvoir parce que ses affaires en souffrent aujourd'hui avec le problème qu'ils ont avec le Niger. Voilà, son intervention d'aujourd'hui, il a dit quelque chose. Il a parlé d'une aberration. Et c'est vrai, c'est très aberrant. Quand on voyage du Bénin en Côte d'Ivoire, les tracasseries sur la route font que tout le monde est découragé. Et les tracasseries en Afrique de l'Ouest, c'est dans tous les pays. Les gendarmes, les policiers ne vivent que sur le dos de la population. Et cette tracasserie devrait s'arrêter. Si nous pensons que nous voulons la démocratie comme en Europe, ça devrait s'arrêter. Ces gars-là sont bien payés où on doit relever le salaire des gendarmes et des policiers dans ces pays-là. Il faut qu'ils arrivent à vivre décemment. Mais s'ils ne vivent pas décemment, c'est le pays qui en souffre. Parce que ce que la corruption fait subir à chacun de nos pays, c'est des milliards et des milliards par an. Et il a parlé de beaucoup d'aberrations. Et ce qu'il a dit, sincèrement, make sense. Et moi, je voulais interpeller ici Seba Kemi, qui peut être un neveu ou bien un petit frère. Seba Kemi, voilà ce que je te propose. Talon a besoin de sécurité. Il a besoin d'être en sécurité pour laisser le pouvoir. C'est comme au Kérékou, après la conférence nationale dans les années 90, qui avait besoin de sécurité. Les Béninois, par Nicéphore Soglo et autres, le lui ont donné. Il a eu cette possibilité de rester au Bénin paisiblement, de ravaler toute sa rancœur paisiblement et de se préparer paisiblement à revenir au pouvoir 5 ans plus tard. Je crois que Talon aujourd'hui a besoin d'être rassuré et il va laisser le pouvoir. Donc Kény Séba, je pense que jeune frère, jeune neveu, votre président a besoin de sécurité aujourd'hui. Il a besoin d'être rassuré. Et cela en va de même pour Alassane.
J'aimerais que les gens rassurent Alassane quand il va laisser le pouvoir. Alassane a une peur bleue de ce qu'il va subir aux autres. Et quelle est sa peur bleue? Il a peur de la prison. Alassane a peur de la prison comme on a peur de la peste. Alassane préfère mourir que d'aller en prison. Donc les Ivoiriens, de même, doivent faire un effort pour sécuriser Alassane, au cas où il laisse le pouvoir, au cas où il va de lui-même. Parce que s'il n'arrive pas, au moins que je fais cette intervention, bon, je n'ai pas encore vu qu'Alassane est candidat, il n'est pas candidat. J'ai appris qu'il dit qu'il va aller réfléchir. La réflexion veut dire quoi? Donnez-moi une porte de sortie. Laurent Gbagbo, Thiam, Soro bien qu'en exil, Afinguessan, tous les politiciens aujourd'hui doivent faire baisser la tension et dire à Alassane qu'il aura une porte de sortie honorable s'il laisse le pouvoir. Laissez cette histoire de ces pays. C'est ça qu'Andia a dit. Elles ont peur de la revanche. Le match retour. Et moi, je me vertue ici à dire chaque fois qu'il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas eu de match aller. Et sincèrement, pour moi, il n'y a pas eu de match aller. Il y a eu des problèmes qui sont surmontables. Parce que si la France et l'Allemagne arrivent à vivre aujourd'hui en paix, nous pouvons vivre en paix entre nous en Côte d'Ivoire. Les gens peuvent vivre en paix au Bénin après le départ successif de Soglo, de Kérékou, de Boni Yayi. Et aujourd'hui, Patrice Talon, comme je le dis, a besoin d'être rassuré. Et Kémy Séba, je pense que tu es très jeune, il faut le rassurer. Vous devez le rassurer. Ne faites pas cela. C'est à l'Afrique. La démocratie a besoin de ça. On a besoin de rassurer ces gens pour qu'ils s'en aillent. Et dans 5, 10, 20 ans, maintenant, quand la démocratie sera installée, la justice va jouer son rôle. Aujourd'hui, la justice ne peut pas jouer son rôle. Les juges ont peur. Ils sont à la botte des politiques. C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de juges. La justice ivoirienne, sincèrement, ça laisse à désirer. Ces gens-là ont honte. Ces femmes, ces hommes. Mais vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'élection? Celui qui a proclamé la victoire de Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit après? Des intellectuels de cette trempe qui viennent dire des saletés après. Ça dit comme des orduriers qui viennent dire qu'ils avaient peur, que c'était la sauterelle, qu'ils étaient malades. Les juges ivoiriens aujourd'hui ont peur. Ceux qui sont à la botte d'Alassane aujourd'hui, ils ont besoin d'être rassurés. Mais eux-mêmes, ils devaient être capables de dire non. Ça ne leur coûte rien. Même si vous ne voulez pas dire non, déchargez-vous de ces cas. Déchargez-vous des pouvoirs qu'on vous donne. Mais vous ne pouvez pas le faire. C'est comme nous aujourd'hui, nous sortons, nous parlons, nous critiquons Alassane. Alassane n'est pas un surhomme, c'est mon président. J'ai le droit de lui dire que je ne suis pas content de lui. Je dois le faire dans la légalité. Je dois le faire sans l'insulter, sans descendre dans la boue avec lui, je ne le ferai pas. J'ai jamais vu le président Gbagbo lui dire des insanités, j'ai jamais vu ça.
Il faut être galant en politique aussi. On peut être galant. On peut être propre aussi. Donc, Kémy, Kémy, je crois que tu as besoin de rassurer Patrice Talon. L'Afrique a besoin d'être rassurée. C'est une aberration qu'un opérateur économique qui veut se rendre du Bénin en Côte d'Ivoire, qu'il ait toutes ces tracasseries. Et d'ailleurs, nous n'avions pas besoin de ça. Mais quand vous arrivez en Europe, je suis aux États-Unis, mais quand vous arrivez en Europe, mais les trains circulent partout. En France, d'une ville à l'autre, il y a les trains. Au temps colonial, ils avaient fait le chemin de fer Abidjan-Niger. C'était prévu que le chemin de fer d'Abidjan aille jusqu'au Niger. D'où le nom Abidjan-Niger. C'était pas Abidjan-Ouaga. Pour les jeunes générations, c'est Abidjan-Niger. Donc, au temps colonial, ils sont arrivés à le faire. Mais quand on nous a donné les indépendances, nos chefs d'État, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont créé Air Afrique. Quels sont les Ivoiriens aujourd'hui, les Béninois, les Congolais, qui savent ce que c'est que Air Afrique? La compagnie d'aviation africaine. Mais pourquoi Air Afrique est tombée? Air Afrique est tombée, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que Houphouët était une marionnette. Air Afrique est tombée parce que Houphouët l'a voulu. Pour faire plaisir à qui? À la France. Pour que nous soyons transportés par la France. C'est une aberration que nous, on doit transiter par Paris avant d'aller partout où on veut dans le monde. C'est ça. Mais une aberration avant, est-ce que les gens le savent? Que pour aller en N'Djamena, de Côte d'Ivoire en N'Djamena, il fallait transiter par Paris. Tu ne peux pas faire le direct. De la Côte d'Ivoire au Cameroun, il fallait pas transiter d'abord en France, avant de revenir avec des coûts exorbitants. Ça, c'est la France qui nous a fait subir ça. Et Houphouët a fait tomber Air Afrique. Nous étions là. On l'a vu. C'est pour dire que personne n'est parfait. Même le grand Houphouët n'était pas parfait. Houphouët n'était pas parfait du tout. Sankara a fait arrêter Mohamed Diawara, d'origine malienne, mais qui était l'un des grands ministres ivoiriens, qui fait partie des ministres qu'on a appelés le miracle ivoirien, grâce auquel il y a eu le miracle ivoirien. Il y avait Bédié, Mohamed Diawara au plan, Ablaye Savadogo à l'agriculture. Voilà les 3 ou 4 ministres, les 3 qui étaient cités en exemple dans les années 70. Et en 74, quand il y a eu le remaniement ministériel, bon voilà, la Côte d'Ivoire en a fini pour son miracle. Donc en 14 ans, Houphouët a fait un travail immense. Un travail immense. Tout le travail réalisé en Côte d'Ivoire s'est fait en 15 ans. Je le dis aujourd'hui aux jeunes générations. En 15 ans. C'est pourquoi nos pays ont besoin de démocratie en fait. Si Houphouët avait passé la main en 1975 à Philippe Grégoire Yassé, celui-ci n'aurait fait que 2 mandats. Babo serait arrivé, et peut-être Bédié avant lui, et aujourd'hui la Côte d'Ivoire serait stable. Mais Houphouët ne l'a pas voulu, il voulait mourir au pouvoir. Moi je me rappelle très bien quand Senghor s'est éclipsé pour laisser la place à Abdou Diouf, Houphouët n'était pas d'accord. Il a même fait un show au Sénégal. Il n'était pas du tout d'accord parce que c'était un mauvais exemple pour lui. Et quand les Français ont trompé Ahidjo pour dire qu'il avait une maladie incurable,
et qu'il était au point de mourir. Et il fallait qu'il laisse le pouvoir à son jeune gars Biya pour jouir de ces instants, le petit temps qui lui restait. Il y a cru. Voilà comment Biya est devenu président au Cameroun. Rares sont ceux qui le savent aujourd'hui. C'est un mensonge médical. Mais c'est un très bon truc. Mais Biya, après ces 2 mandats, il devait s'en aller. Il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, il ne fout rien de bon. Il ne fait rien de bon au Cameroun. Au contraire, la misère des Camerounais aujourd'hui, c'est Biya. Biya avec ses ministres octogénaires. Comme au temps de la splendeur de l'URSS, les Khrouchtchev, la nomenclatura soviétique. Ils étaient tous vieux. Ils ne pouvaient rien faire encore. Il fallait Gorbatchev. Et après Gorbatchev, voilà, celui qui est venu et Poutine est venu. Bon, Poutine, pour un africaniste aujourd'hui, c'est notre héros. Bon, je pense qu'il saura bien partir. Il saura partir. L'Afrique peut aussi s'inspirer du cas chinois. Il y a eu Mao Zedong. Après Mao, il y a eu plusieurs dirigeants. Et le dirigeant actuel, on peut le traiter de ce qu'on veut, mais il travaille bien pour son pays. La Chine a dépassé les États-Unis aujourd'hui en matière d'infrastructure. La Chine est le premier pays au monde aujourd'hui où l'infrastructure est complète, si on peut dire. Grandiose, sublime. De là, je viens au Burkina, où l'aéroport de Ouaga va dépasser l'aéroport d'Abidjan. Et quand ça va finir, ça sera l'un des aéroports les plus importants. L'aéroport de Dakar est aujourd'hui un hub, mais Burkina va le dépasser. Burkina est en chantier aujourd'hui, en chantier colosse. Et sans aide extérieure. Et depuis 60 ans, on nous faisait parvenir dans l'oreille à nous autres que sans les aides, on ne pouvait rien faire. Le Burkina n'a plus d'aide, le Mali n'a plus d'aide, le Niger n'a plus d'aide. Et ces 3 pays sont en concurrence aujourd'hui pour les infrastructures, pour le bien-être de leur population. Le Mali a combien d'usines aujourd'hui? En l'espace de 2 ans. L'électricité malienne venait de la Côte d'Ivoire. Mais quand Alassane a coupé, Alassane, c'est un criminel ce monsieur, quand il a coupé, mais le Mali aujourd'hui est en train de devenir autosuffisant énergétique. Ce que les Ivoiriens ne savent pas, je vais leur dire, Alassane a des milliards, je ne sais pas c'est combien, mais c'est beaucoup, de budget de souveraineté. Qu'est-ce qu'il en fait? Malgré tout ça, il faut le rassurer, mais qu'est-ce qu'il en fait? Personne ne sait. Mais le budget de souveraineté du Mali, tout le monde sait. Goïta s'est fait champion aujourd'hui. Il y a de l'eau au Mali. À Bamako aujourd'hui, tous les quartiers ont eu leur forage. À l'intérieur du pays, Goïta est en train de donner de l'eau à tout le monde. Et l'électricité aujourd'hui arrive à tout le monde. Il y aura encore des centrales nucléaires au Mali et au Burkina.
le Niger n'est pas en reste. Et je vous l'ai dit ici, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils ont? Le pétrole, le gaz. Les pays arabes, ils ont quoi? Le pétrole, le gaz. Pas de terres cultivables. Toute leur nourriture vient d'ailleurs. Ibrahim vient de quitter, comment dirais-je, la Russie. L'année dernière, pendant la réunion avec les chefs d'État comme les Macky Sall, il leur a dit que ceux qui ne sont pas en guerre doivent être autosuffisants en 1 ou 2 ans. Mais lui-même, il est parti cette année, il a dit quoi? Il n'a pas besoin d'aide alimentaire. En 1 an, ce jeune homme est arrivé à faire du Burkina une terre agricole. Un pays agricole. Presque autosuffisant. L'autosuffisance au Burkina, en 2026, c'est consommé. Mais cette année 2025, presque autosuffisant. En combien d'années? Voyez-vous, nous devons nous réveiller en Afrique. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre, les Maliens doivent comprendre et être fiers aujourd'hui de leurs dirigeants. Vraiment, quand je vois des Maliens critiquer aujourd'hui, mais attends, ils sont tombés par la tête, qu'est-ce qu'ils ont? Moussa est tombé au début des années 90, 91 je crois. Moussa est tombé. Et pendant 30 ans, la démocratie a régné au Mali. Mais les Maliens n'avaient pas d'eau. Les Maliens importaient le courant de la Côte d'Ivoire pendant les 30 et quelques années avec la démocratie. Et en l'espace de 2 ans sans démocratie, le Mali est en train de devenir suffisant, autosuffisant et énergétique, en énergie. Le Mali a de l'eau potable aujourd'hui partout. Cela n'existait pas. C'était un luxe au Mali, il y a 5 ans, de boire de l'eau potable. Le Burkina est en train de construire 2 malls aujourd'hui, Lisa Mall et Ouaga Mall, qui vont dépasser tous les malls d'Abidjan. Je connais tous les malls d'Abidjan. Les 2 malls là, ça dépasse tous les malls d'Abidjan. Quand je vous dis que dans 5 ans, ou plus tard 10 ans, les Blancs, parce que pas les Africains, hein, nous on sait comment aller à Ouaga, on sait comment aller au Mali, mais les Français, les Italiens, les Hongrois, les Belges, ils feront la queue pour obtenir des visas pour rentrer au Sahel. Parce que bientôt, ils seront rejoints par la Côte d'Ivoire. Ils seront rejoints par le Bénin et le Togo. En toute sincérité. En toute sincérité. Fort, je t'ai beaucoup apprécié. Quand tu n'es pas rentré dans les sanctions contre nos pays sahéliens. Sincèrement, nous t'avons apprécié. Mais je pense que aussi, les Togolais doivent se dire trop, c'est trop. Votre pouvoir a duré, le pouvoir de ton père. C'est ok. Yadema était Yadema. Mais maintenant, fort, tu es très jeune. Tu es très jeune pour chercher à t'éterniser au pouvoir. Les Togolais ont beaucoup changé. Le système militaire est fait de telle sorte que un coup d'État est presque impossible, mais c'est toujours possible. C'est toujours possible que force soit dégagée par un jeune et qui va rejoindre l'AES. C'est fort possible. Ça sera difficile au Bénin, puisqu'ils ont la culture
démocratique, ou bien côté démocrate. Et nous espérons que le jeune Tchadien, Déby Junior, fera de telle sorte qu'il emboîte au pas au Niger, au Mali et au Burkina. Ainsi, la boucle sera bouclée. Il y a quelqu'un qui a dit que pourquoi nous ne nous posons pas la question de savoir pourquoi les pays anglophones semblent stables et les pays anglophones, français, colonisés par la France, c'est l'instabilité totale. Cela est dû au fait que les Français nous ont toujours vus comme des gamins. Les Français ne pensent pas que nous réfléchissons. Et c'est pourquoi ils avaient fait mains et pieds pour ne pas que nous découvrions, d'où bien découvrons les États-Unis, les States. Je vous le jure, je vais aux États-Unis. Mais je vais beaucoup. Actuellement, le temps me manque pour parler des États-Unis. Oui, mais je vais le faire. J'ai ma mission, j'ai beaucoup de missions, mais je vais pas à pas. Yeah. Je vais pas à pas. Je ferai des émissions sur les États-Unis. Yeah. Moi, je n'ai travaillé aux États-Unis pour l'État américain que si bonnes années pleines. Et vraiment, j'ai travaillé. Parce que je travaille 15 heures par jour. Mais grâce à ça, aujourd'hui, j'ai la couverture totale des assurances, médicalement s'entend. Mais l'Afrique, en Côte d'Ivoire, même avoir été ministre, quand tu n'as plus de relations dans le gouvernement, c'est fini. Tu meurs petit feu, tu ne peux plus te soigner. Puisque Alassane et sa clique vont se faire soigner en Europe. Ils ne se soucient pas de l'Afrique. Ils ne se soucient pas du petit peuple. L'immense majorité de ma génération aujourd'hui aux États-Unis, qui est restée aux États-Unis, on est resté pour deux raisons. Alimentaire et sanitaire. Parce que ici, on a la nourriture qu'on veut. On peut manger comme nous voulons. Nous avons de beaux appartements. Je suis dans mon appartement. Et nous avons la couverture. Quand bien même tu n'es pas couvert, ça encore, je vais vous apprendre ça, médicalement. Restez chez vous, composez le 911, l'urgence pour aller à l'hôpital. Ils enverront tout de suite quelqu'un te prendre, l'ambulance. Dans l'ambulance, ils vont avoir toutes tes coordonnées, même si tu n'es pas assuré, il n'y a aucun problème. Ils te déposent, on te soigne. Et pendant qu'on te soigne, il y a un autre groupe qui viendra te voir, prendre toutes tes coordonnées et demander si tu as l'assurance ou pas. Quand tu n'as pas d'assurance, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Je dois me renseigner, je ne sais pas. Mais ils vont tout faire pour que tu sois couvert pendant ton hospitalisation. Pour rentrer dans leur fonds, ils vont le faire. Et tu seras couvert. En Afrique, d'abord, il n'y a pas d'ambulance. Si tu arrives à prendre le bus, le Baka, ou bien quelqu'un te dépose à l'hôpital, personne ne te regarde. Et maintenant, quand ils daignent te regarder, on te fera une ordonnance kilométrique.
quelqu'un qui n'a pas eu le transport pour venir, vous lui faites des ordonnances, comment il va les payer? J'ai eu la chance d'être hospitalisé au CHU de Cocody entre 1974 et les années 80. J'étais à Ferké. Pendant les gymnastiques, les exercices qu'on nous imposait, j'ai eu une déchirure de ligament. J'ai été soigné, pris en charge gratuitement par l'hôpital américain, qui existe toujours. Et quand je suis venu, j'avais une lettre de ces gens-là de l'hôpital des Américains pour le CHU. Et là, je suis allé, j'ai été pris en charge au 9e étage. Je me rappelle comme si c'était hier. Et au 9e étage, j'ai été suivi par Dr Roux Constant, qui est maintenant le professeur Roux Constant, j'espère qu'il vit. Et son adjoint était le professeur, il n'était pas professeur, c'était Didier Madi, lequel j'allais souvent voir dans son bureau, puisque je venais d'ici et lui venait de Saïwa. Mais je lui ai jamais dit cela, mais je venais souvent, j'étais très jeune. Il était étudiant, bon, je crois qu'il avait fini, bon, il était interne. Je venais dans son bureau souvent, il me recevait, je causais, j'avais quel âge, enfin, dans les 15 ans, 17 ans, même pas 17 ans, j'étais très jeune. Mais où je vais en venir? Mon hospitalisation n'a pas coûté un rond, un centime à mes parents. Nous recevons de la bonne nourriture. Nous étions bien nourris, très bien nourris au CHU de Cocody en ce moment, dans les années 74. Nous étions bien nourris. Et mon opération du genou n'a pas coûté un rond à mes parents. Et j'étais là-bas pour 3 mois. Pendant 3 mois, mon opération n'a pas coûté un centime à mes parents. Et après, c'était le CHU de Trècheville, où je suis tombé sur un blanc. Je suis allé là-bas parce que, étant drépanocytaire, pendant une crise, mon genou s'est rechuté. Et là-bas encore, je n'ai pas eu de problème. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner aujourd'hui. J'étais au CEG de l'autoroute, collège de l'autoroute. Il y a le CEG, il y a le collège, les deux sont, voilà. Et j'étais hospitalisé, comment on appelle, au CHU. Et le coopérant blanc français, je n'ai plus son nom, je n'ai plus son nom il y a très longtemps, il était très jeune. Mon docteur traitant en ce moment, je ne connais pas son nom, il m'avait beaucoup aimé, j'étais le plus jeune quand même. Parce que pourquoi il m'a aimé? Puisqu'il n'a jamais vu personne, il n'a jamais vu quelqu'un à mes cheveux. Mes parents ne sont jamais venus, mon oncle, vraiment. Il était étonné, il s'est renseigné, il voulait m'adopter même. Il voulait même m'adopter, me faire venir en France. Et il m'a beaucoup aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'étais au siège de l'autoroute. Il a donné des instructions pour que l'ambulance, l'un des ambulances en tout cas, vienne me prendre tous les jours quand j'avais cours pour aller à l'école. Et il a donné une note au principal qui s'appelait M. Tapa, je crois. Ça, lui, j'ai son nom, M. Tapa, pour que mes heures soient allégées. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'ambulance me prenait pour aller suivre mes cours. Et l'ambulance venait me chercher pour revenir à l'hôpital. J'ai subi ça.
Ça, c'était dans les années de 70 à 80. C'est pourquoi je dis que Houphouët aurait dû s'arrêter en 75. Parce que... Et si on voulait aller un peu plus, en 80. En 20 ans, Houphouët a fait de la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire était pour nous autres. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Gbagbo n'a pas eu le temps de travailler. Bédié n'a pas eu le temps de travailler. Seul Alassane a eu le temps de travailler. Je répète, Bédié n'a pas eu le temps de travailler. Gueye non plus. Gbagbo non plus. Seul Alassane a eu les mains libres, comme le président Houphouët, de travailler. C'est pourquoi aujourd'hui je m'insurge contre son 4e mandat. Houphouët aurait dû arrêter en 75 et par extension peut-être en 80. Parce que de 80 à 90, c'était la reculade. C'était la reculade, l'économie, ça ne marchait plus. Parce qu'en fait, Houphouët ne maîtrisait plus rien. Il avait donné le meilleur de lui-même. Il avait fait ce qu'il pouvait faire. Il ne pouvait plus rien. Et il gérait maintenant la Côte d'Ivoire, politiquement. Et comment? En nommant des ministres, c'est pourquoi il y avait une pléthorique de ministres, en nommant des ministres de chaque région. Faire de telle sorte que chaque région soit représentée à la présidence. Et ça, c'est le népotisme et puis les médiocres qu'il fallait chercher. Puisque il fallait aller au dîner, par exemple, où Mamadou Coulibaly était là. Et Mamadou Coulibaly représentait tout au dîner. Parce que lui n'a jamais voulu de son vivant qu'un seul cadre du Nord soit ministre dans un poste important dans le gouvernement d'Houphouët. Rares sont les Oudinaka qui le savent, à cause de Mamadou Coulibaly. Le père de Claveré Boni, Alphonse Boni, venait, je crois, de Tia-Salé, et de cette région, lui représentait tous les gardes là-bas. Bédié étant à l'Adjan et Brié à l'Adjan, Bédié représentait un peu tous les gardes d'Abidjan. Il y a eu Emmanuel Dioulot qui l'avait nommé quelque chose à San Pedro, parce que l'avènement de San Pedro, Emmanuel Dioulot a fait du bon travail. Il a bouffé, mais il a fait du bon travail. Il a fait du très 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 bon travail là-bas. Donc Houphouët, voilà, de 80 à 90, comment Houphouët gérait la Côte d'Ivoire, c'était ça. Donc chaque région était représentée. Bon, donc taisez-vous, le gâteau était là, bien partagé. Bon, donc c'est contre ça que Gbagbo s'est révolté en fait. Et il a enlevé Yassé, il a mis Bédié, ça a créé des rancœurs, ça, bon, la fin n'a pas été reluisante, la fin n'a pas été bonne. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai parlé de l'AES, j'ai parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis venu finir sur Houphouët-Boigny, qui est un grand homme, mais qui n'était pas sain. Donc si je fais un récapitulatif pour conclure, Sémé Séba donnait les garanties nécessaires à Patrice Talon, qui n'est pas aussi mauvais que cela. C'est vrai, il a peur des Français. À cause de cette peur, il n'a jamais pu défendre le Mali, le Burkina ou le Niger. Et il a eu des problèmes avec le Niger. C'est une erreur.
C'est l'erreur de sa présidence à la tête du Bénin. C'est l'erreur capitale. Mais c'est un monsieur qui est intelligent, qui dit des bonnes choses, mais il ne peut pas aller au bout. Quant à Faure, que j'ai vraiment aimé parce qu'il a aidé les pays de l'AES à ne pas sombrer, à atténuer l'embargo, à laisser son port ouvert. Vraiment, je lui en suis reconnaissant. Quant à Mamadi Doumbouya, de même, je n'ai pas beaucoup de choses à lui dire, sauf que c'est pas un homme libre. Il n'est pas du tout libre. Il est comme Alassane. Quand on a une femme française, elle te domine. Hein? Elle te domine parce qu'ils sont complexés devant ces femmes françaises, ces femmes à la peau blanche, ils sont très complexés. Alassane est incomplexé en fait de nature devant le blanc. Et devant Dominique, il est très complexé. Il n'en fait qu'à sa tête, hein, ça aussi, il faut le reconnaître. Il n'écoute personne. Et lui aussi, il a besoin d'être rassuré. Je ne sais pas s'il est tard, mais j'aimerais qu'il ne soit pas tard pour qu'on le rassure s'il laisse le pouvoir. Il y a certaines poursuites, vraiment, nous devons dépasser ça. On est africains, on s'est assez donné un spectacle au monde entier, aux Blancs, qu'on doit pouvoir lui aménager une porte de sortie honorable. Et s'il a cette sortie, je crois que lui et sa clique, ici, ils seront tous en France, dans les pays européens. Il n'y a pas de problème, ils peuvent même venir aux États-Unis. Je crois qu'il faut aménager une porte de sortie à Alassane. Et Kémy Séba, je te redis, il faut faire une porte de sortie, aménager une porte de sortie honorable à votre président. Et les Togolais qui sont dans les rues ces jours-ci doivent en faire de même. Arrêtez de dire que vous allez crucifier Faure. Arrêtez de faire peur à Faure, à sa clique. Parce qu'en faisant peur à ces gars, à ces présidents, vous faites peur à tout leur entourage, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Et ceux-là ne sont pas prêts à lâcher. Et c'est ça qui fait peur à ces présidents-là. Ils sont souvent prêts à partir, mais quand ils pensent à leur entourage, c'est un peu difficile. Regardez la Guinée-Bissau. En fait, pas la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale. Nguema, Théodoro, son fils, le fils du président. Mais attends, ce monsieur-là ne peut pas laisser le pouvoir. Pendant que le peuple vit dans la misère, mais son fils a des voitures qui coûtent des millions et des millions d'euros. Des parcs automobiles. Donc c'est un peu difficile. Le Congo-Brazzaville, c'est la même chose. Quand je vois la petite fille, ou bien les petites filles, les petits-enfants de Denis Sassou Nguesso fêter leur anniversaire dans les clubs les plus chics, les plus chers en France, c'est difficile. Ainsi va le monde, ainsi va l'Afrique. Et nous espérons que ces choses vont prendre fin. Je prie beaucoup pour les Camerounais aussi, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Les Camerounais ne savent plus à quel sens se vouer. Nous prions Dieu. Nous Ivoiriens prions Dieu pour eux aussi. Nous prions Dieu à ce qu'Alassane comprenne
que l'immense majorité des Ivoiriens vraiment n'est pas content de lui, mais nous ne voulons pas du mal à ce point. Nous ne lui en voulons pas à ce point. Oui. Donc, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est un pacifique. Il est très pacifique, ce monsieur. Il est humain, ce monsieur. Il est doté d'un humanisme extraordinaire, Gbagbo Laurent. Les gens ne le connaissent pas. En fait, je vais vous dire, je suis psychologue des dons. Voilà, je suis psychologue, voilà, Dieu m'a donné ce don-là, voilà. Gbagbo est très, très, très humain. Gbagbo est très, 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 très humain. Yeah. Ben, prions Dieu pour l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans une turbulence. Prions Dieu que tout se passe bien, pacifiquement. Que tout se passe pacifiquement. Personnellement, je suis heureux d'avoir fait cette conférence aujourd'hui où j'ai touché un peu à tout. Où je n'étais pas focalisé uniquement sur la Côte d'Ivoire. C'est déjà quelque chose. J'aimerais beaucoup plus parler maintenant du Sahel, de l'AES. Je suis africaniste. J'aimerais sincèrement parler de l'AES. Aujourd'hui, je vais finir par ça. L'aéroport de Ouagadougou. Un très bel aéroport. En devenir. En venir du moins. Un très 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 bel aéroport. Ces trois présidents sont en train de nous rendre notre fierté. En quelques années. Juste en quelques années. Comme on le dirait ici, juste en quelques années. Merci à Goïta, à ses amis. Voyez-vous, je vais vous dire ça avant de finir. Quand il y a eu le coup d'État au Mali, et les intentions de Goïta et de ses camarades s'est affichées, c'était la panique à Paris. Et il fallait arrêter. Il fallait arrêter ça tout de suite. Donc ils ont fait appel au valet local le plus valeureux, le plus soumis, Alassane, pour éteindre le feu. Et qu'est-ce que Alassane a fait? Bandao qui sont allés chercher dans sa plantation, qui n'espérait plus rien, du jour au lendemain, il se retrouve président. Et Alassane l'appelle, le grand Alassane, l'empereur Alassane l'appelle. Bandao, c'est moi. Il était étonné, Bandao. Il ne pouvait pas y croire. Alassane, lui, l'appelait et l'invitait. Et lui dit, Bandao, non seulement je vais t'aider, mais il faut faire ce que je te demande. D'ailleurs, tu rêves de venir en France. Je te ferai venir en France, manger avec le président français. Mais Bandao est tombé. Mais attends, c'était trop pour lui. C'était trop. Mais Naloma façonné. Mais il est bête ce monsieur-là. Regardez sa taille. Idiot. Donc, c'était trop. Et quand il a été mangé avec Alassane Lamy, par l'entregent d'Alassane, il a pu manger avec Macron. Alors là, c'était fini. Donc, tout ce que les Blancs, Macron allait demander, il allait exécuter. Et pendant l'entremise toujours, d'Alassane, le valet valeureux,
Macron a demandé, ben voilà, si nous devons casser cela, il faut commencer par éliminer les militaires qui t'ont porté au pouvoir. Et c'est ainsi qu'il allait prendre Sadio et puis un autre là. Il voulait les éliminer tout de suite. Il fallait commencer par ceux-là, les plus influents, avant d'atteindre Goïta lui-même. Parce que le prochain, c'était Goïta. Et puisque ceux-là ne sont pas nés de la dernière pluie, ils ont compris. Ils ont démis Bandao. Et malgré tout ce que la France a dit après, Alassane a dit après, ils ont des gens, ils ont ceci, ils ont cela. Parce qu'ils avaient des gens, les maricots hautes là, c'était leur garce. Maricots que les Maliens prenaient pour un nationaliste fin, pragmatique, du dernier cri. Oh, il était payé par l'ambassade française. Donc, Goïta a dit non, c'est nous-mêmes qui allons gérer maintenant notre pays. Donc, c'était fini. Il fallait isoler maintenant ce monsieur. C'est ainsi qu'est arrivé le stupide Damiba. Très stupide ce monsieur. Et lui aussi, Alassane l'a appelé. Parce qu'il a promis aux Français que non, l'hémorragie, je l'arrête. Alassane a appelé Damiba. Eh, mon petit Damiba, ne t'en fais pas, je suis là. Je te protège. Je te protégerai contre tous. Et Damiba l'a cru. Le rêve de Damiba, c'était d'aller boire du vin à l'Élysée. Et Alassane lui a dit qu'il peut considérer ça comme chose faite. Et c'est ce qui s'est passé. Une fois, deux fois. Et Damiba, c'est-à-dire pour lui-même, il s'en foutait carrément de pourquoi ils sont venus au pouvoir. Tellement il s'en foutait qu'il a dit aux jeunes officiers, si vous n'êtes pas contents, faites votre coup d'État. Et les jeunes ont fait leur coup d'État. En ce moment, le fanfaron du Niger, Bazoum, paniquait et disait du n'importe quoi parce qu'il se sentait protégé par Alassane. Bazoum était en France. Bazoum a dit devant le monde entier que les sanctions infligées au Mali n'étaient pas inscrites dans les textes de la CEDEAO. Alassane a eu une colère noire. Et Bazoum, quand il a débarqué à Niamey le lendemain, il a repris son avion rapidement, venu s'agenouiller à Abidjan et a regretté son acte. En ce moment, son ministre de la Défense actuel était admiratif du Mali et voulait, vu ce que la rébellion faisait, les djihadistes faisaient, la mort en cascade, l'armée nigérienne était décimée à peu près. Et le président qui disait, notre armée a peur, nous n'avons pas d'armée, mieux vaut avoir les terroristes comme garant de la population aujourd'hui que notre propre armée. Le gars est parti au Mali, allait s'inspirer. Et Goïta lui a dit, il n'y a pas de problème, si vous pouvez vous débarrasser de ce monsieur, ben, on est là, on va travailler ensemble. À son retour, Alassane a appelé, il faut le dégager le plus rapidement possible. Et comment le dégager sans créer des remous dans l'armée? Mais écoutez, Bazoum, sois intelligent, envoie-le dans une ambassade. Ah oui,
aussitôt dit, aussitôt fait. Il a été exilé dans une ambassade. Et le patriote Tiani, l'intellectuel Tiani, l'intelligent Tiani, homme de culture très cultivé, il ne pouvait pas laisser cette situation en l'état. Il a pris son courage et il a fait ce qu'il a fait. Et il a fermé tous ses téléphones. Malgré tous les appels d'Alassane, tous les appels de l'ambassadeur qui était au Niger, Tiani est resté ferme. Il recevait aucun coup de furie par la personne, ce qui a énervé l'Élysée Alassane. Et ils sont allés à Abuja. Ils ont dit qu'ils vont venir réinstaller Bazoum. Et la suite, nous la connaissons. Aujourd'hui, merci Goïta. Merci Goïta et ses amis, tous ses amis. Merci à Ibrahim, qui a eu son expérience au Mali, qui a été inspiré depuis le Mali. Merci Ibrahim. Merci Tiani. Kémy Séba, je suis ton grand frère ou ton tonton. Je vous en prie, quelqu'un peut lui porter cette conférence. Donne des gages à Talon. Fais des promesses, de bonnes promesses à Talon. Et des promesses que tu vas tenir. Il ne faut pas lui dire des promesses. Non, il ne faut pas le faire. Il a besoin d'être rassuré, il faut le rassurer. Rassure Talon. Africaniste, nous le sommes, je le suis. Baboïs, convaincu, je le suis. Salam alaikum. Alléluia. Salut.